الإرهاب ولا السلاح ولا المتهمين باختيار في مرتزقة الإرهاب الدولي الذين استخدمهم الأسد وعلى رأسهم إرهابيو حزب الله. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Quasi retour à la case départ dans la formation du nouveau gouvernement, plus de 10 mois après la nomination de Tamam Salam au poste de Premier ministre. Najib Mikati tire la sonnette d'alarme lors de la conférence annuelle de Munich sur la sécurité. Les répercussions du conflit syrien ont déjà coûté 7 milliards de dollars au Liban. Un accord israélo-palestinien n'est pas utopique, une déclaration signée John Kerry qui dit rester optimiste. Le quartet des médiateurs pour la paix au Proche-Orient se réunit ce samedi. Et à suivre également dans ce journal, la flamme olympique allumée au mont Elbrouz, le plus haut sommet d'Europe, à une semaine du coup d'envoi des Jeux d'hiver de Sochi. Quasi retour à la case départ dans la formation du nouveau gouvernement, plus de 10 mois après la nomination de Tamam Salam au poste de Premier ministre. Le ballet politique se poursuit au palais de Bravda ce samedi. Michel Sleiman a évoqué les tractations en cours en vue de la formation du nouveau gouvernement avec le chef du bloc parlementaire du Courant du Futur, le député Fouad Segnora. Le président s'est également entretenu avec l'ancien ministre Razi Hariri. Le processus qui paraissait au point d'aboutir s'est brisé cette semaine contre le mur dressé par le chef du CPL. Michel Aoun conteste la rotation des ministères et tient à garder les portefeuilles de l'énergie et des télécoms et obtenir en plus un ministère régalien. Najib Mikati estime qu'il remplit son devoir national en toute conscience. Dans un communiqué, le Premier ministre sortant a démenti les rumeurs selon lesquelles il est placé sur la liste des responsables menacés d'assassinat. Il a indiqué qu'il est regrettable que tout le peuple libanais soit sous la menace en raison de la situation locale et régionale. Najib Mikati est actuellement en Allemagne pour participer à la conférence de Munich sur la sécurité. Il s'est exprimé sur les répercussions du conflit syrien sur le Liban, répercussions qui ont coûté plus de 7 milliards de dollars au pays. Il a également appelé la communauté internationale à augmenter l'aide aux réfugiés syriens. Mikati a par ailleurs dit espérer la mise en place d'un cessez-le-feu en Syrie en attendant de trouver une issue à la crise. L'ambassade américaine à Beyrouth a réitéré son appel aux ressortissants américains d'éviter de se rendre au Liban et d'évaluer les risques s'ils doivent le faire. La mission diplomatique a déjà mis en garde ses ressortissants à plusieurs reprises ces derniers mois sur fond de dégradation de la situation sécuritaire. Fin de la conférence de Genève 2 sur la Syrie, 10 jours de négociations pendant lesquels régime et opposition se sont assis à la même table pour la première fois depuis le début du conflit en mars 2011. Mais les deux délégations n'ont trouvé aucun terrain d'entente, aucun cessez-le-feu n'a été proclamé, la mise sur pied d'un gouvernement transitoire n'a pas été abordée et même l'acheminement d'une aide alimentaire aux assiégés de la vieille ville de Homs dans le centre de la Syrie n'a pas abouti. Lardar Brahimi, le médiateur de l'ONU, estime cependant que ces premiers pourparlers constituent un début sur lequel on peut construire. Il dit avoir noté quelques points de convergence entre les deux parties. Une seconde session a été proposée pour le 10 février, mais aucun des deux camps n'a encore confirmé sa présence. Deuxième jour de la conférence annuelle de Munich sur la sécurité, l'occasion pour les dirigeants d'aborder plusieurs dossiers. S'exprimant sur les négociations de paix israélo-palestiniennes, John Kerry estime qu'un accord n'est pas utopique. Le secrétaire d'État américain a dit rester optimiste sur la possibilité d'un tel accord, malgré le scepticisme général. Le quartet des médiateurs pour la paix au Proche-Orient se réunit d'ailleurs ce samedi pour étudier les moyens d'aider Kerry dans ses efforts. L'objectif des Américains est de définir d'ici fin avril le cadre d'un accord intérimaire qui porte sur toutes les questions au cœur du conflit, notamment la sécurité, le statut de Jérusalem et le sort des réfugiés. Une nouvelle phase de pourparlers doit ensuite déboucher sur un accord définitif pour permettre la création d'un État palestinien. Barack Obama va se rendre en Arabie Saoudite en mars pour un sommet avec le roi Abdallah. Selon le Wall Street Journal qui rapporte l'information, l'objectif est d'apaiser les tensions entre Washington et Riyad au sujet de la politique des États-Unis sur l'Iran et la Syrie.
Le quotidien cite un haut responsable saoudien qui estime que les relations se détériorent. La Maison-Blanche n'a pas pour sa part souhaité commenter l'information. Les membres de la dynastie au pouvoir en Arabie Saoudite déplorent ce qu'ils considèrent comme l'inaction de Washington face à la guerre civile en Syrie et la politique de rapprochement avec l'Iran amorcée par l'administration Obama. La République islamique, alliée de Damas, est la grande rivale régionale du royaume saoudien. Le roi Abdallah compte notamment interroger Barack Obama sur sa décision de ne pas mener de frappes aériennes contre la Syrie après l'attaque au gaz sarin du 21 août dernier en banlieue de Damas. Dans un instant, des scènes de guerre de tranchées ou presque à Kiev. Les détails juste après la pause. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV, direction l'Ukraine, où ce sont presque des scènes de guerre de tranchées à Kiev. Les manifestants les plus radicaux tiennent bon malgré la crainte d'une intervention de l'armée. Hier, les militaires sont sortis de leurs réserves et ont appelé le président Yanukovych à prendre des mesures d'urgence pour stabiliser la situation dans le pays. Malgré la démission du gouvernement, l'annulation des lois anti-manifestation et le vote d'une loi d'amnistie conditionnelle, l'opposition ne veut rien lâcher. Le témoignage de torture de l'activiste Dmitro Boulatov a suscité une vive émotion. Il dit avoir été enlevé le 22 janvier, crucifié et tailladé pendant une semaine. Pendant ce temps, les représentants de l'opposition ukrainienne multiplient les rencontres avec les diplomates européens à Munich. Objectif, tenter de convaincre les Européens de prendre des sanctions contre le pouvoir à Kiev. Le fragment de tissu imprégné du sang de Jean-Paul II a été retrouvé par les carabiniers. Il avait été volé il y a une semaine dans une chapelle isolée du centre de l'Italie. 3 hommes qui avaient des précédents judiciaires ont été arrêtés, interrogés, puis relâchés. Ils ont reconnu avoir dérobé en même temps qu'une croix et un ostensoir la relique, sans avoir conscience de sa valeur. Le tissu de coton était imbibé du sang de l'ancien pape, du sang qui avait coulé lorsque l'extrémiste turc Mehmet Ali Akça avait tiré sur lui en mai 1981 sur la place Saint-Pierre. Au Soudan, le pays a ordonné à la Croix-Rouge de suspendre ses activités dans le pays. En cause, selon Khartoum, plusieurs problèmes techniques liés au projet que le CICR compte mener cette année. Une décision qui intervient alors que les autorités cherchent à limiter le travail des ONG humanitaires au Soudan. La Croix-Rouge a déjà fourni une assistance à plus de 1,5 million de personnes à travers le pays. En bref, dans le reste de l'actualité de ce samedi, le centre et le nord de l'Italie sous les eaux. À Rome, les pompiers ont dû intervenir des milliers de fois pour évacuer des gens qui s'étaient réfugiés sur leur toit. Alerte en Toscane également, Pise a été en partie inondée et à Florence, l'Arno n'était pas loin de déborder. À Venise, des marées exceptionnelles sont aussi attendues. Il s'appelle Robert Marchand, ce sportif de 102 ans est un fou de cyclisme et a battu son record de l'heure à vélo sur la piste du vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, près de Paris. Une belle revanche pour cet homme qui avait arrêté sa carrière de cycliste professionnel en 1932. Les bureaux de vote de Bangkok sont fin prêts. 49 millions de Thaïlandais sont appelés à choisir leurs députés demain. Des élections législatives anticipées organisées pour tenter de mettre fin à 2 mois de violentes manifestations de l'opposition. Les manifestants ne désarment pas pour autant. Dans certains quartiers, ils assiègent les bureaux de vote. Les adversaires de Yingluck Shinawatra, qui dirigent le gouvernement depuis août 2011, ont promis de perturber un scrutin qu'ils jugent joué d'avance. Des violences ont éclaté ce matin entre manifestants pro- et anti-gouvernement. Les affrontements entre les deux camps ont fait 10 morts et près de 600 blessés depuis la fin novembre. Le conflit dure en réalité depuis 8 ans et oppose la classe moyenne et les notables royalistes aux partisans de Yingluck Shinawatra, accusé d'être la marionnette de son frère Thaksin, chassé du pouvoir par l'armée en 2006 et depuis en exil. On reste en Asie où plus de 2 mois après le passage dévastateur du typhon Haiyan aux Philippines, les besoins de la population ont changé. Médecins sans frontières redéploie ses équipes pour s'adapter à l'évolution de la situation. Un reportage signé MSF. Sur les îles touchées par le typhon, la reconstruction est en cours. Malgré l'ampleur inédite de la catastrophe, les autorités ont rapidement mis en place un système de réponse.
Mais il subsiste encore aujourd'hui des besoins sanitaires, notamment en ce qui concerne les soins d'urgence et hospitaliers. Les plaies infectées et les maladies chroniques demeurent les principales causes de consultation à l'hôpital Bethany de Tacloban. De nombreuses femmes enceintes s'y rendent aussi pour des complications de la grossesse. Elles s'inquiètent de l'endroit où elles vont accoucher. Elles ont probablement des difficultés à trouver de quoi se nourrir. Et la plupart d'entre elles ont dû quitter leur maison, elles ont perdu ce qu'elles possédaient. Pourtant, elles pensent déjà à ce qu'elles doivent préparer pour leur bébé. Elles sont très fortes. Après la mort de leurs proches, la vision des cadavres en pleine rue, la perte de leur maison, les survivants peuvent faire face à des traumatismes. MSF prévoit donc de dispenser des consultations psychologiques pendant plusieurs mois, avec une attention particulière portée aux enfants. L'offre de soins primaires, elle, s'est étoffée ces dernières semaines. Devant ce constat, MSF a décidé d'arrêter les activités qui n'étaient plus nécessaires. Les services sont quand même en train d'être établis à une allure assez impressionnante. Donc on imagine, on espère que d'ici quelques mois, les services seront rétablis, le service public sera rétabli. Le rôle d'MSF aujourd'hui est d'accompagner la reconstruction, notamment en participant à la remise en état des structures endommagées. C'est le cas de l'hôpital de Bouraouen, durement touché par le typhon. En attendant, l'équipe médicale continue d'offrir aux Philippins les soins dont ils ont besoin. À une semaine du coup d'envoi des Jeux Olympiques d'hiver de Sotchi, la flamme a été allumée au mont Elbrouz. Ce sommet du Caucase russe qui culmine à 5642 mètres est le plus haut sommet d'Europe. La flamme olympique a été acheminée par 2 alpinistes russes expérimentés dans une lanterne pour la protéger des très fortes rafales de vent. C'est sous un soleil resplendissant et par une température glaciale qu'ils ont allumé la vasque olympique au sommet. C'était l'une des étapes les plus insolites du flambeau olympique à travers la Russie. Il a déjà fait étape au pôle Nord, dans les eaux du lac Baïkal et même dans l'espace, au cours du relais qui va s'achever le 7 février lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux à Sotchi, entre les bords de la mer Noire et les montagnes du Caucase. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Quasi-retour à la case départ dans la formation du nouveau gouvernement, plus de 10 mois après la nomination de Tamam Salam au poste de Premier ministre. Najib Mihati tire la sonnette d'alarme lors de la conférence annuelle de Munich sur la sécurité. Les répercussions du conflit syrien ont déjà coûté 7 milliards de dollars au Liban. Un accord israélo-palestinien n'est pas utopique. Une déclaration signée John Kerry qui dit rester optimiste. Le quartet des médiateurs pour la paix au Proche-Orient se réunit ce samedi. Et puis la flamme olympique allumée au mont Elbrouz, le plus haut sommet d'Europe, à une semaine du coup d'envoi des Jeux d'hiver de Sotchi. Et puis je vous donne rendez-vous ce soir à 22h30 sur Futur TV pour le lancement de Code 24, le nouveau magazine de la rédaction en collaboration avec France 24. Ce sera ce samedi et tous les samedis à 22h30. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous. مرتزقة الإرهاب الدولي الذين استخدمهم الأسد وعلى رأسهم إرهابيو حزب الله.